Je suis entrée seule dans la salle de réception du domaine. L'odeur des roses et de la cire de bougie était épaisse dans l'air, mais tout ce que je pouvais ressentir était le poids de chaque regard qui prétendait ne pas regarder. L'hôtesse à l'entrée m'a offert le genre de sourire que l'on réserve à quelqu'un qui vient de rater son train. Chaleureux mais tardif. Derrière elle, la table d'honneur des Lefebvre brillait sous la lumière des lustres, déjà complète. Ma sœur Camille se penchait vers son mari Julien, en riant. Lorsqu'elle m'a vue, son sourire s'est figé juste une seconde, puis elle a replongé sur son téléphone. Le placier m'a conduite au-delà des tables principales vers le cercle extérieur, près de la sortie de secours et de la table des desserts. La table 14. Assise là, ma grand-tante Simone, qui n'avait pas entendu une phrase complète depuis 2011. Le fils de ma cousine Léa, avec ses écouteurs enfoncés dans les oreilles, et une chaise vide à côté d'un centre de table fané. Cette chaise était la mienne. Les invités seuls vont généralement ici, a dit le placier en faisant un geste poli, cela offre plus de flexibilité. J'ai pris place, ajustant ma robe gris anthracite. Je l'avais choisie avec soin, sobre, structurée, affirmée. Maintenant, j'avais l'impression de m'être habillée pour une réunion où personne d'autre n'était venu. Camille a jeté un coup d'œil. Je l'ai surprise en train de chuchoter quelque chose à maman. Elles m'ont toutes les deux regardé, puis ont détourné les yeux, comme si elles s'étaient attendues à ce que j'amène quelqu'un ou peut-être espéraient-elles que je ne viendrais pas. Je n'avais pas demandé d'invité supplémentaire. Je ne voulais pas être à la table d'honneur ni faire de scène. Je pensais juste que peut-être, cette fois, je ne serais pas réduite à une simple note de bas de page silencieuse. Quand la musique a changé pour le lancer du bouquet, le DJ a appelé toutes les femmes célibataires. Un frémissement de rire a parcouru la salle. Quelques invités ont regardé vers moi. Tante Simone a ricané vaguement. Je suis restée assise. J'ai gardé mes mains sur mes genoux et mes yeux sur les bougies vacillantes. Et je me suis demandé, pas pour la première fois, si quelqu'un ici remarquerait seulement si je n'étais jamais entrée du tout. En grandissant, j'étais la discrète, pas la brillante, c'était Camille avec ses titres de Miss locale, ses récitals de danse et ses mentions très bien au bac. Pas la rebelle non plus, c'était notre cousin Hugo qui s'était fait attraper en train de fumer en 3e et qui était devenu on ne sait comment un esprit créatif. J'étais juste là, à l'heure, rangée, utile. Ma mère disait souvent que je ne demandais aucun entretien. Elle le disait comme un compliment. Je pense que je m'occupais de mes propres devoirs, je rangeais sans qu'on me le demande. Quand Camille avait une angine, je lui laissais ma chambre pour qu'elle puisse se reposer loin du bruit. Quand papa a perdu son poste de cadre pendant un certain temps, j'ai proposé de ne pas aller au voyage scolaire de fin d'année et de renoncer à la robe que nous ne pouvions pas nous offrir. Il n'a pas dit merci, il a juste hoché la tête comme si c'était attendu. J'ai appris tôt que le fait d'être sage ne vous valait pas d'attention. Cela donnait simplement aux gens la permission de vous ignorer avec plus d'assurance. Camille était toujours sous les projecteurs, et cela ne me dérangeait pas. Pas au début. J'ai applaudi pour elle lors de sa remise de diplôme à l'école de théâtre, j'ai pris ses photos professionnelles, j'ai même passé une nuit blanche à corriger son curriculum vie pendant qu'elle pleurait après une rupture. « Tu es la seule qui ne me donne pas l'impression d'être une ratée », disait-elle en reniflant dans un coussin. Ironique. Quelques années plus tard, elle racontait aux gens que je ne venais probablement plus beaucoup parce que j'étais trop occupée par ma carrière de citadine à Paris. J'avais pris un congé sans solde ce mois-là. J'étais en plein milieu d'une rupture qui m'avait laissé avec 2 tiroirs de vêtements, des sacs poubelles et un bail que je ne pouvais plus payer. Mais personne n'a demandé, personne ne savait parce que je ne faisais pas de bruit. Je n'en avais jamais fait. Quand j'ai lancé ma première campagne nationale pour l'agence de communication Valora, le journal local a écrit un entrefilet. Ma mère l'a découpé et l'a collé dans le tiroir de la cuisine à côté des bons de réduction et des garanties expirées. Camille a eu un enterrement de vie de jeune fille avec 40 invités et des flûtes à champagne personnalisées. J'ai reçu un mug qui disait femme d'affaires dans un bac de solde. Pourtant, je suis venue à sa fête de fiançailles, je l'ai aidée à choisir les centres de table, j'ai conduit 3 heures pour emmener ses chiens chez le vétérinaire la semaine où elle avait la grippe. Puis, à Noël dernier, quand j'ai demandé si nous faisions quelque chose en famille,
elle a envoyé un SMS. C'est un peu juste la famille immédiate cette année. Très restreint. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Je l'avais conduite partout, je l'avais aidée à mentir à un ex, j'avais couvert ses arrières quand elle ne pouvait pas payer son loyer. Mais quand son tour est venu, la première à m'effacer silencieusement fut celle que je pensais avoir toujours protégée. Le tintement des couverts et l'envolée des violons ont signalé que le dîner commençait. J'ai coupé mon poulet avec une précision mécanique, essayant de ne pas penser au nombre d'invités qui regardaient vers la table 14, puis détournaient les yeux, comme si j'étais une phrase inachevée dans une pièce remplie de conclusions. Puis les portes de la salle de bal se sont de nouveau ouvertes, pas avec le glissement discret des arrivants tardifs, mais avec ce genre de pause qui fait inhaler toute une pièce. Un homme se tenait dans l'entrée, grand, calme, vêtu d'un costume bleu marine foncé qui semblait avoir été sculpté pour lui. Ses yeux ont balayé la pièce une fois rapidement, puis se sont fixés sur moi. Avant que je puisse réagir, il marchait vers ma table, traversant les groupes d'invités, les flûtes à champagne et les conversations surprises. Il ne s'est pas arrêté, n'a pas regardé sur les côtés. Il s'est approché de moi, s'est penché tout près et a dit « Désolé d'être en retard, chérie ». Les bouchons étaient atroces. Puis il m'a embrassé sur la joue. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas maladroit. C'était le genre de baiser qui disait « Ceci est à nous ». Pas de la mise en scène, pas forcé, juste en retard. Je suis restée figée, totalement, complètement confuse. Il m'a souri doucement, juste le coin de ses yeux plissés. « Si tu veux que je m'arrête, dis-le-moi simplement. » Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé non plus. Il s'est tourné vers le placier qui nous regardait avec une fourchette en l'air. Il semble y avoir eu une erreur de placement. Je crois que je suis avec elle. Oui, bien sûr, a bredouillé le placier, se levant brusquement. Et soudain, nous étions conduits vers la table principale, vers ma famille. J'ai entendu le hoquet de surprise avant de voir l'expression sur le visage de Camille. Son mari s'est penché vers elle, les sourcils levés. La bouche de ma mère s'est ouverte puis refermée. Adrien, car c'est le nom qu'il a chuchoté alors que nous marchions, gardait une main légère dans le bas de mon dos. Juste assez pour me stabiliser, pas assez pour me posséder. Nous avons été placés entre mon oncle et ma cousine Léa. Quelqu'un nous a tendu du vin. Je n'avais toujours pas prononcé un mot. Il s'est de nouveau penché vers moi, la voix basse. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'un nouveau départ. Je t'expliquerai plus tard. Suis le mouvement si tu le veux bien. » Je l'ai regardé. Cet homme connaissait mon nom. Il en savait assez sur moi pour entrer dans une pièce comme s'il était à sa place à mes côtés. Il savait chuchoter d'une manière qui n'exigeait rien mais offrait tout. Tout le monde regardait. Mais pour la première fois depuis des heures, je n'avais pas envie de disparaître. Après les toasts, les verres qui trinquent et quelques regards poliment confus, je me suis enfin tournée vers lui. « Allez-vous me dire qui vous êtes maintenant ?» Il a souri. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» J'ai incliné la tête. « Le devrais-je » Adrien a fouillé dans sa poche et a sorti un marque-place plié. Mon nom y était écrit avec soin de ma propre main. « Tu as laissé ceci derrière toi il y a 5 ans. » Une salle de conférence d'hôtel à Lyon, un chemisier vert, un séminaire sur le leadership en marketing. Tu as dit que si on ne construit pas quelque chose de réel, on ne fait que rajouter du bruit. C'est resté gravé. J'ai fixé la carte. C'était une session de groupe dont je me souvenais à peine. J'avais dû griffonner mon nom dessus pendant une séance de questions-réponses. Vous étiez là. J'étais au fond. Je n'étais même pas dans ton groupe, mais je t'ai entendu parler. Il l'a dit comme quelqu'un décrivant une chanson dont il ne savait pas qu'il avait besoin avant qu'elle ne commence à jouer. Vous travaillez dans le marketing, ai-je demandé. Il a secoué la tête. La finance. Mais ton intervention m'a fait changer d'entreprise. J'ai quitté un endroit où tout était poli mais vide. J'ai recommencé. Un cabinet plus petit, une culture réelle, des gens vrais. Et aujourd'hui, il a jeté un coup d'œil vers la table où Camille coupait son filet de bœuf, les yeux dardant vers nous toutes les quelques minutes. Je t'ai vue assise seule.
Tu avais l'air d'être sur le point de t'évaporer. Alors je suis entrée. Mon cœur battait plus fort que la musique. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé plus doucement. Il m'a regardé, et pas de la façon dont les gens vous regardent quand ils veulent quelque chose. Il m'a regardé comme quelqu'un qui attendait de dire quelque chose depuis longtemps et qui avait enfin trouvé l'espace pour le faire. Parce que je te devais un moment, le genre de moment que tu as autrefois offert sans le savoir. Sans condition, juste une présence. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé ma robe, celle-là même que j'avais failli ne pas porter parce qu'elle me semblait trop forte. Il a levé son verre légèrement en hommage au chemisier vert. Je n'ai pas souri, pas totalement, mais j'ai levé mon verre en retour. Pour la première fois de la soirée, mes mains n'étaient pas croisées sur mes genoux. Elles tenaient quelque chose de chaud. La musique a repris de plus belle, entraînante à présent. Les invités se dirigeaient vers la piste de danse. Adrien s'est penché, demandant doucement « Veux-tu prendre l'air ?» J'ai acquiescé et nous nous sommes glissés sur la terrasse, un de ces balcons d'hôtel qui font le tour du bâtiment surplombant une ville qui se fiche de savoir qui vous êtes. Le vent était vif. Il sentait l'hiver et les pauses cigarettes. J'ai expiré pour ce qui semblait être la première fois de la nuit. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je pense que oui », ai-je dit. Je crois que j'attends que quelqu'un sorte ici pour me dire que je suis trop dramatique. Il a ri. Eh bien, ils auraient tort. Le silence s'est installé entre nous. Pas lourd, juste vrai. Puis la porte a grincé. Camille. Elle est sortie avec cette grâce pratiquée. Elle avait toujours des talons silencieux sur le béton. Sa robe scintillait comme si elle avait encore 12 ans et qu'on lui disait encore de sourire pour la caméra. Je savais que quelque chose clochait, a-t-elle dit. Tu ne sors avec personne. Alors, qui est-il ? Son ton n'était pas en colère. Il était irrité, comme si j'avais gâché son plan de table. C'est quelqu'un qui m'a vu, ai-je dit simplement. Ce n'est pas une réponse. Je n'ai pas répondu. Elle s'est tournée vers Adrien. Est-ce que vous la connaissez seulement, ou êtes-vous juste là pour attirer l'attention ? Adrien n'a pas scié. Je suis ici parce qu'elle méritait de ne pas être seule dans une pièce pleine de gens qui faisaient comme si elle n'existait pas. Camille a ricané. Vous ne savez pas comment elle est. Il a souri poliment. J'en sais assez. Un silence a passé. La porte s'est de nouveau ouverte. Maman, ses yeux ont passé de moi à Camille, puis à Adrien. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé pourquoi nous étions dehors. Elle a juste dit, tu n'avais pas besoin de faire une scène. C'est le jour de Camille. C'est là que je l'ai ressenti. La même pression que j'avais ressentie toute ma vie pour m'effacer afin qu'elle puisse briller. J'ai hoché la tête lentement. Puis j'ai regardé Adrien. Merci d'être entré. Son front s'est légèrement plissé. Tu pars. Je suis en train de partir, ai-je dit. Il m'a juste fallu un certain temps pour me lever. Je me suis tournée vers Camille. Ne t'inquiète pas, tu auras toujours tes projecteurs. Tu les as toujours. Puis vers maman. Tu peux arrêter de prétendre que je t'ai surprise en existant. Je suis passée devant elle pour rentrer, j'ai dépassé les nappes blanches et les assiettes à bordure dorée, et le nom de famille gravé sur le menu du centre de table. Je suis retournée vers la table 14, où personne n'attendait, mais la chaise était encore chaude. J'étais à moitié en train de préparer mon sac de voyage à l'hôtel quand on a frappé. J'ai ouvert la porte lentement. Camille se tenait là, ses chaussures à la main, son mascara légèrement étalé, serrant une bouteille d'eau comme une offre de paix. « Je ne veux pas me battre », a-t-elle dit. Je voulais juste dire quelque chose. Je me suis écartée. Elle s'est assise sur le bord du siège près de la fenêtre, les lumières de la ville accrochant le bord de ses bretelles. « J'ai vu ton visage ce soir », a-t-elle dit doucement quand maman a dit que c'était mon jour. Elle a regardé ses mains. J'adorais être la préférée, la fille en or. Je pensais que cela signifiait que j'avais mérité quelque chose. Mais il s'avère que cela signifie simplement que tout le monde suppose que tu vas bien jusqu'à ce que tu te brises. Je n'ai rien dit. Elle a ri d'un rire fragile et court. Il y a 3 mois,
J'ai trouvé des messages sur le téléphone de Julien. Il a dit que ce n'était rien, mais ça n'en avait pas l'air. Maman m'a dit de ne pas surréagir. Papa a dit que les mariages demandent du travail. Alors, j'ai souri de nouveau. Elle a levé les yeux vers moi. Sais-tu combien de fois j'ai souri quand je voulais disparaître? Cela m'a arrêté parce que je le savais. Je savais exactement ce que l'on ressentait. Je t'ai effacé, a-t-elle dit. Pas parce que je te détestais, mais parce que tu me rappelais qu'il y avait une autre façon de vivre, une qui ne nécessitait pas de maquillage de scène. Elle a pris une inspiration. Je pensais que si je continuais à être celle qui brille, peut-être que personne ne demanderait ce qu'il y avait en dessous. Nous sommes restés assises là pendant un long moment, ni sœurs, ni ennemis, ni personnages d'arrière-plan, juste deux femmes élevées dans le même livre de contes, réalisant que ni l'une ni l'autre n'avait écrit l'intrigue. Je n'avais pas besoin que tu t'excuses, ai-je finalement dit. J'avais juste besoin que tu arrêtes de faire comme si je n'étais pas debout juste à côté de toi. Camille a hoché la tête. Puis elle a fouillé dans son sac et m'a tendu quelque chose. Un exemplaire imprimé du menu de mariage, des noms embossés à la feuille d'or, son nom, le nom de Julien, le nom de maman et papa, et une petite note manuscrite dans le coin inférieur. Tu n'as jamais été invisible. J'ai juste fait en sorte que tu restes dans l'ombre. J'ai plié le menu avec soin. Pas de larmes, pas de câlins, juste un silence partagé qui contenait plus de vérité que n'importe quel toast. Cette nuit-là, la salle de bal était calme à présent. La plupart des invités étaient montés dans leur chambre ou au bar. Le personnel se déplaçait comme des ombres, débarrassant les verres et pliant les serviettes en lin. Je me tenais près du jardin arrière de l'hôtel, où quelques guirlandes lumineuses vacillaient encore au-dessus de ma tête. Mes talons pendaient à mes doigts. L'air sentait le romarin et le givre. Adrien est apparu à mes côtés. 2 mugs de quelque chose de fumant à la main. Pas du vin, a-t-il dit. Juste du jus de pomme chaud. J'ai pensé que tu aurais besoin de quelque chose sans conséquence. Je l'ai pris. Céramique chaude. Simple. Je ne suis pas sûre de ce qu'était cette soirée, ai-je dit doucement. Moi non plus, a-t-il répondu. Mais je ne suis pas venue pour être une histoire. Je suis venue parce qu'un jour, tu as levé les yeux pendant une conférence pleine de bruit et tu as dit quelque chose de sincère, et c'est resté en moi. Je me suis dit que je pourrais peut-être te rendre l'appareil. Il n'a pas cherché à prendre ma main. Il n'a pas comblé le silence. Il a juste bu son jus et a regardé vers le jardin. Je ne suis pas quelqu'un que tu as besoin de sauver, ai-je dit après une minute, il s'est tourné. Son expression n'a pas changé. Toute stable. Je sais, a-t-il dit. Je ne veux pas te sauver. Je veux marcher à tes côtés si c'est quelque chose que tu me laisses faire. Ce n'était pas une réplique. Ce n'était même pas de l'espoir. C'était une offrande. Je me suis assise sur le muret de pierre. Il est resté debout un instant, puis m'a rejointe, pas trop près, pas trop loin, juste à côté de moi. Nous avons bu en silence. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Le genre qui dit, je te vois. Tu n'as pas besoin de sourire. Après un moment, il a dit, tu n'as pas à décider quoi que ce soit ce soir, mais si tu veux une place à côté de quelqu'un qui te respecte déjà, je continuerai de venir. Je n'ai pas répondu, mais je ne me suis pas levée non plus. Les guirlandes bourdonnaient faiblement au-dessus de nous, et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que l'immobilité ne signifie pas toujours être coincé. Parfois, cela signifie que vous êtes assez en sécurité pour arrêter de courir. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de maman. Nous organisons un brunch après mariage chez nous. Très décontracté. Ce serait bien que tu passes. Pas d'excuses, pas de contexte, juste un brunch. J'ai fixé l'écran sans émotion. Puis j'ai regardé le menu de mariage imprimé que Camille m'avait laissé, toujours plié, toujours glissé entre les pages de mon agenda. Une ligne en dorure indiquait table de la famille Lefebvre réservée. J'ai répondu, bien sûr, je viendrai. La maison n'avait pas changé. Le même canapé floral, les mêmes figurines en verre dans le vaisselier, la même odeur de nettoyant au citron et de temps qui passe.
Ils étaient déjà tous réunis autour de la longue table de la salle à manger, celle où je ne m'étais pas assise depuis plus d'1 an. Quand je suis entrée, quelques têtes se sont tournées. Camille a souri un vrai petit sourire. Julien a hoché la tête. Mon père a toussé légèrement comme si l'air avait changé. Maman a fait un geste vague. Il y a de la place. Une chaise était vide. Pas au coin, pas à la table des enfants, mais près du milieu. Je me suis approchée et je l'ai tirée moi-même. Personne n'a bondi pour m'aider. Personne n'a fait de discours, mais personne ne s'est opposé non plus. Je me suis assise. La pièce n'a pas explosé de joie. Elle ne s'est pas figée de honte. Elle s'est juste ajustée comme si elle se souvenait qu'il y avait eu un espace déséquilibré. Camille m'a passé le jus d'orange sans un mot. J'ai servi mon propre verre. Pas de toast, pas de larmes, juste le bruit des fourchettes contre les assiettes. Mais en face de la table, Adrien, oui, il était là. Il a capté mon regard. Il n'a pas fait de clin d'œil. Il n'a pas hoché la tête. Il m'a juste regardé de la même façon qu'il l'avait fait cette première nuit. Comme si je ne manquais pas à l'appel. Comme si je n'étais pas une pensée après coup. Comme si j'étais à ma place. Et peut-être que je l'avais toujours été. Pas parce qu'ils avaient enfin fait de la place, mais parce que j'avais arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre tire la chaise pour moi. Je n'étais pas revenue pour être choisie. J'étais revenue pour qu'ils arrêtent de prétendre que je n'avais jamais été là. Cette histoire nous rappelle avec force que notre valeur ne dépend jamais du regard des autres, même de ceux qui nous sont les plus proches. Parfois, dans la dynamique d'une famille ou d'un groupe social, on finit par accepter un rôle qui ne nous correspond pas simplement pour maintenir l'équilibre ou éviter les conflits. On devient invisible parce que c'est plus confortable pour les autres. Mais comme Élodie, il arrive un moment où une rencontre, un mot ou simplement un déclic intérieur nous fait réaliser que nous avons le droit de prendre notre place, non pas parce qu'on nous l'accorde, mais parce qu'elle nous appartient de droit. La leçon ici est que la reconnaissance la plus importante est celle que l'on s'accorde à soi-même. Quand on cesse de demander la permission d'exister, le monde finit par s'ajuster à notre présence. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression d'être l'ombre de quelqu'un d'autre dans votre propre famille ou au travail ? Comment avez-vous réussi à reprendre votre place et à vous faire entendre ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos expériences et d'échanger avec vous sur ce sujet si universel.